À la veille d'avril, TV Témis vous souhaite la bienvenue sur l'essentiel de l'information régionale, bien branché sur TVC9 et TV Témis. Voici l'actualité qui intéresse le Témiscamingue. En manchette, budget provincial, on y revient avec des annonces et des réactions. La MRC du préfet Lefebvre veut réduire la pression dans nos villes et villages. Et le Témiscamingue à 4 mois du raid des jeunes et des 55 ans et plus. Parlons d'abord d'actualité policière présente sur le terrain. La Sûreté du Québec multiplie les initiatives pour renforcer ses liens avec la population du Témiscamingue, que ce soit par des activités festives, de la prévention ou des événements rassembleurs. Le 28 février dernier, les policiers du poste de Ville-Marie ont pris part au carnaval de Winoway, où ils ont échangé avec les citoyens dans une ambiance conviviale, allant même jusqu'à participer à certaines activités, dont un simulateur de surf des neiges. Dans un tout autre registre, une séance d'information sur la fraude a été offerte à une vingtaine d'aînés en perte d'autonomie. Animée dans le cadre du mois de la prévention de la fraude, l'activité a permis de mieux faire connaître des stratagèmes courants comme la fraude grands-parents, les faux représentants, les fraudes en ligne et l'abus financier. Les participants sont ressortis mieux outillés pour reconnaître et signaler les situations suspectes. Enfin, le 6 mars, une partie de hockey amical a rassemblé policiers de différents corps et pompiers de Témiscamingue devant près d'une centaine de spectateurs. Initialement prévue à l'extérieur, l'activité qui a été déplacée au centre sportif parce qu'il pleuvait, sans toutefois nuire au succès quand même de l'activité. L'événement, animé notamment par la présence de mascottes, pourrait bien devenir une tradition à tous les ans. Par ces initiatives, la Sûreté du Québec démontre une volonté de tisser des liens durables avec les gens du communautaire au-delà de son rôle policier. Et parlant de communautaire, il y a des milliers de travailleuses et travailleurs du milieu qui ont déclenché lundi dernier une grève nationale. Ils dénoncent ainsi un sous-financement chronique et réclament des engagements financiers durables de la part du gouvernement du Québec. Jusqu'au 2 avril, des organismes de toute la région participent au mouvement Le communautaire à bout, multipliant fermeture temporaire, réduction de services et actions de mobilisation dans l'ensemble du territoire. Une campagne de visibilité est déployée. On alerte ainsi la population. Si rien ne change, des fermetures définitives vont se multiplier. Il est là le vrai risque, selon la co-porte-parole Caroline Chartier, qui souligne ainsi la pression croissante sur des services déjà fragiles, le mouvement qui réclame notamment de rehausser significativement et de façon récurrente le financement de la mission, une meilleure reconnaissance du rôle des organismes et des conditions de travail décentes. Les acteurs du milieu qui insistent, sans un soutien stable, leur capacité à répondre à des besoins sociaux grandissants et compromises. Né d'une mobilisation régionale à l'automne dernier, le mouvement qui a pris une ampleur nationale, révélant une crise partagée à travers le Québec. Et il y avait dépôt de budget la semaine dernière dans un contexte économique incertain. Le budget 2026, selon le ministre des Finances, Éric Girard, mise sur des investissements majeurs qui pourraient avoir des retombées directes en Abitibi au Témiscamingue, notamment dans les secteurs clés, la foresterie, les mines. Québec qui prévoit injecter plus de 580 millions de dollars pour le soutien des PME régionales, en plus de consacrer plus de 365 millions au secteur forestier durement touché par les tensions commerciales avec les États-Unis. Une bouffée d'air pour plusieurs communautés de la région où l'économie repose largement sur l'exploitation forestière. Le budget qui met aussi l'accent sur les développements des minéraux chroniques et des minéraux critiques, dis-je bien, et stratégiques. Un levier économique majeur pour l'Abitibi-Témiscamingue. Québec qui entend soutenir des projets d'investissement et favoriser la participation des communautés, notamment autochtones, avec la création d'un fonds qui pourrait atteindre 500
600 millions de dollars dans un effort pour stimuler l'économie en région. Là, le gouvernement qui annonce également des mesures totalisant près de 693 millions de dollars pour aider les entreprises à s'adapter à un contexte économique en transformation en misant sur l'innovation, la productivité et la modernisation des infrastructures. Au total, près d'1,7 milliard de dollars sont investis pour accélérer la transformation économique du Québec avec un accent clair sur les régions ressources pour l'Abitibi-Témiscamingue où les secteurs forestiers et miniers sont des piliers. Des annonces pourraient se traduire par de nouveaux projets, des emplois et une relance durable malgré les incertitudes au niveau mondial. Et retournons en foresterie, alors que pour soutenir l'industrie forestière en difficulté, le gouvernement du Québec accélère la mise en place de la nouvelle tarification des bois en forêt publique, la fin du système d'enchères et l'adoption d'un mécanisme plus flexible et prévisible entreront en vigueur dès la sanction du projet de loi numéro 11 avec une mesure transitoire pour les 2 premières années. Selon ce que souligne Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et je le cite, « Notre industrie forestière est un pilier économique pour plusieurs de nos régions. Agir rapidement, c'est essentiel pour protéger les emplois et assurer la stabilité du secteur. Le budget 2026-2027 prévoit 365 millions sur 5 ans pour soutenir les entreprises et communautés forestières. Parmi cet argent, 164,5 millions pour réduire les coûts et appuyer la transformation du bois et 200,6 millions pour maintenir les investissements sylvicoles et renforcer l'économie locale. Et l'Abitibi-Témiscamingue, dans ce budget, est au cœur de la relance minière, notre région qui se positionne comme un pôle stratégique du secteur minier grâce au budget présenté mercredi dernier par le ministre Éric Girard. L'annonce phare, c'est 1 milliard de dollars additionnels au Fonds pour les minéraux critiques et stratégiques destiné à renforcer la production et la transformation des minéraux essentiels au Québec. Parmi les mesures ciblant l'Abitibi-Témiscamingue, on note la création d'une zone d'innovation minière à Rouyn-Noranda, la ZIM, un fonds de 500 millions pour permettre aux communautés autochtones de participer financièrement au projet et un soutien de 19,4 millions pour entretenir la route Billy Diamond, artère vitale pour le transport vers le nord. Ces initiatives qui visent à accélérer les grands projets tout en favorisant l'inclusion économique et consultative des communautés locales. Malgré ces avancées, l'Association minière du Québec qui déplore l'absence d'un partage plus équitable des redevances minières aux régions, un enjeu clé pour le développement durable de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour Mme Emmanuelle Toussaint, qui est la présidente de la MQ, le budget envoie cependant des signaux positifs pour l'attractivité et la compétitivité de l'industrie minière régionale. Et d'autres réactions, le budget 2026-2027 qui est présenté par le ministre des Finances Éric Girard laisse un goût d'inachevé en région où les besoins en santé et en éducation sont encore élevés. C'est ainsi qu'ont réagi certains groupes au lendemain de l'exercice de la CAQ à Québec. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, qui déplore des investissements insuffisants pour renforcer la première ligne et réduire la pression sur les urgences. Sa présidente Julie Bouchard réclame des mesures concrètes, notamment pour mieux intégrer les infirmières praticiennes spécialisées. En éducation, la Fédération des cégeps qui accueille la hausse des budgets, mais souligne un manque d'investissement en infrastructure alors que plusieurs établissements sont en décrépitude. Le mot n'est pas fort. Malgré le plan québécois des infrastructures, 2026-2036 de 167 milliards, les retombées tardent à se concrétiser dans la région où la pression sur les services publics demeure bien forte. Qu'en est-il du vieillissement dans ce sondage? Malgré des données connues depuis des années, le budget récent du Québec qui laisse tomber les aînés littéralement sans plan ni investissement pour affronter la hausse rapide des besoins. Pour l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés, l'AQMVA, il s'agit d'un rendez-vous manqué qui risque d'aggraver une crise déjà bien ancrée
dans les services de soins et d'hébergement. Selon l'organisme, le nombre de personnes âgées nécessitant un soutien à l'autonomie passera de 289 000 en 2025 à 400 000 d'ici 2035, c'est une hausse de 111 000 personnes. Pourtant, il n'y a pas de mesures structurantes prévues pour absorber la pression dans les services à domicile, les résidences privées, les ressources intermédiaires ou les CHSLD. Déjà, 25 000 personnes âgées attendent des services essentiels. Sans action rapide, les listes d'attente qui vont s'allonger, accentuant la pression sur les proches aidants et détériorant les conditions de vie de milliers de personnes. L'inaction qui pourrait aussi coûter cher à l'État avec une facture de près de 25 milliards de dollars d'ici 10 ans. La QMVA presse donc le gouvernement d'agir rapidement en mettant en place un plan sur 10 ans, des investissements ciblés, un partenariat accru avec les milieux privés et communautaires pour éviter une crise encore beaucoup plus profonde. Et les Autochtones, là-dedans, malgré des années de constats et de recommandations, les besoins criants des Autochtones en milieu urbain restent largement ignorés dans ce dernier budget. C'est ce que déplore le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, le RCAAQ. L'organisme rappelle que les conclusions de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec demeurent toujours d'actualité alors que la demande pour les services continue d'augmenter. Or, aucune mesure structurante ni garantie de financement à long terme n'apparaît dans le récent le récent exercice budgétaire québécois. Présent dans plusieurs villes, les centres d'amitié autochtones qui jouent un rôle clé en offrant des services culturellement adaptés et sécurisants aux membres des Premières Nations et aux Inuits. Faute de ressources suffisantes, leur capacité à répondre à la croissance des besoins demeure limitée. Le RCAAQ qui met en garde contre une rigueur sociale imposée aux populations les plus vulnérables, soulignant qu'un sous-financement persistant risque d'accentuer les inégalités socio-économiques. L'organisation qui insiste, investir maintenant coûtera beaucoup moins cher que de laisser les problèmes s'aggraver. La directrice générale Tania Sirois appelle le gouvernement à agir rapidement pour assurer un financement stable et adapté aux réalités urbaines, conditions essentielles pour garantir la continuité et la qualité des services offerts. Allons Alain, merci du Témiscamingue. Face à des équipes municipales sous pression et à des défis croissants de relève, le Conseil autorise le dépôt de 2 projets en coopération intermunicipale pour renforcer concrètement la capacité administrative du milieu, présenté dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet coopération intermunicipale. Ces projets qui visent la création d'une ressource territoriale de type DG Service Conseil pour soutenir les directions générales en contexte de surcharge ou de transition, ainsi que la réalisation d'une étude sur la mutualisation de fonctions administratives comme la paie, la taxation, la facturation et le greffe, des démarches qui découlent des travaux du comité de coopération intermunicipale qui ont mis en lumière des enjeux importants liés à la capacité organisationnelle des municipalités. Selon ce qu'a souligné le préfet Martin Lefebvre, nos municipalités font face à des réalités de plus en plus exigeantes avec des équipes limitées. L'objectif, c'est de mieux les outiller, de mettre en place des solutions concrètes adaptées à notre réalité. On en parlait la semaine dernière, maintenant chose promise, chose due. 2 membres du Parti libéral du Québec, dont le chef Charles Milliard, étaient au Témiscamingue récemment pour rencontrer des élus, notamment des gens d'affaires de la région, 4 mois quand même avant les élections provinciales qui doivent avoir lieu cet été au Québec. Que propose aux citoyennes et citoyens le PLQ? Voici notre entretien. Alors, Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec. Moi, c'est André Fortin, je suis le chef de l'opposition officielle et porte-parole en agriculture et en foresterie pour le Parti libéral du Québec. Je commence avec le chef d'abord, M. Milliard. Vous avez fait parler de vous un peu pendant la course à la chefferie. Le fait d'être chef du Parti libéral maintenant, est-ce que ça change un peu l'aspect de votre visite au Témiscamingue? Bien, oui, assurément. Puis, je suis le 17e chef de l'histoire du Parti libéral du Québec. C'est important pour nous d'être présents tout de suite, rapidement dans les régions. On a beaucoup d'ambition à regagner des sièges dans les régions, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue. Alors, on est ici depuis 3 jours pour rencontrer des militants, mais rencontrer aussi des futurs candidats
et des entrepreneurs et des porte-paroles de la région. Je reviens, Monsieur Fortin, pour la foresterie, l'agriculture. Est-ce que vous avez pris des notes? Oui, on prend des notes depuis notre arrivée en Abitibi-Témiscamingue. On sait que le secteur de la forêt, c'est un secteur qui a plusieurs défis ces jours-ci, que ce soit au niveau du coût de la fibre, au niveau des droits de douane, au niveau du marché dans son ensemble. Mais on le voit ici là, chez LVL puis ailleurs, il y a des gens qui s'investissent de façon importante. Alors, c'est à nous d'être à la hauteur pour leur donner un cadre réglementaire, pour leur donner les outils pour que ce développement-là, ce soit une réussite. Monsieur le chef, ils ont des projets LVL, beaucoup de gens ont projets, beaucoup aimeraient recommencer à travailler. Vous le savez, là, des séries sont fermées depuis trop longtemps au Témiscamingue. Qu'est-ce que vous allez faire comme chef du Parti libéral pour changer ça? Nous, on veut redevenir le parti naturel de l'économie au Québec. Depuis 8 ans, on a négligé les petites et moyennes entreprises, que ce soit dans le forestier, dans n'importe quel secteur, manufacturier aussi. Donc, on veut redérouler le tapis rouge pour les PME. On veut faire une baisse du fardeau fiscal pour certains groupes de PME, mais on veut aussi doter le Québec, enfin, d'un régime forestier qui va permettre de répondre justement aux aspirations des différentes industries, des différentes entreprises du secteur. M. Fortin, comme critique en foresterie qu'en agriculture, qu'est-ce que on doit faire pour changer les choses, les améliorer surtout? Bien, d'abord, faut écouter les gens qui s'investissent. De notre rencontre ici aujourd'hui à LVL, moi, c'est la deuxième fois que je viens ici. Mais j'ai entendu des éléments qui sont importants dont on doit tenir compte. L'importance du crédit d'impôt à l'investissement. Et face aux secousses géopolitiques au Moyen-Orient et à la flambée anticipée des coûts des engrais et de l'énergie, Financement agricole Canada qui élargit son programme d'aide afin d'offrir un répit financier aux producteurs et transformateurs alimentaires déjà fragilisés par l'instabilité des marchés. L'organisme fédéral adapte ainsi son programme de soutien à la clientèle en cas de perturbations commerciales pour répondre à une nouvelle pression, la hausse rapide des intrants, notamment l'urée, dont les prix grimpent en raison de craintes sur l'approvisionnement mondial. Lorsque les tensions mondiales s'intensifient, les producteurs se demandent quel sera l'impact sur les intrants dont ils dépendent. C'est ce que dit Justin Hendricks, PDG de la FAC, qui évoque la nécessité d'offrir souplesse financière et stabilité dans un contexte incertain. Concrètement, le programme bonifié prévoit l'accès à des marges de crédit pouvant atteindre 500 000 $, de nouveaux prêts à terme, ainsi que le report jusqu'à 12 mois des paiements de capital pour les clients existants. Initialement conçu pour amortir les effets des tarifs douaniers de M. Donald Trump, le dispositif s'étend désormais au choc imprévu qui accentue les chaînes d'approvisionnement. FAC qui affirme vouloir continuer de collaborer avec l'industrie pour aider les entreprises agricoles canadiennes à traverser cette période de volatilité alors que les répercussions du contexte international commencent à se faire sentir sur le terrain. Et parlons nourriture, on gaspille énormément alors que la facture d'épicerie ne cesse d'augmenter. Une part importante des aliments achetés finit encore à la poubelle. Pour contrer le phénomène, Recyc Québec renouvelle sa participation à la campagne nationale « J'aime manger, pas gaspiller ». Ça vise à sensibiliser la population à la valorisation des restes alimentaires et à la réduction du gaspillage à la maison. Selon les plus récentes données citées par l'organisme, une famille canadienne de 4 personnes pourrait dépenser jusqu'à 17 572 $ en nourriture cette année. Près de 1300 seraient perdus en gaspillage alimentaire. Au Québec, ce sont 1 200 000 tonnes d'aliments comestibles qui sont jetés chaque année. Recyc Québec qui rappelle que quelques gestes simples peuvent faire une différence, notamment planifier les achats, mieux conserver les aliments et maximiser l'utilisation des restes. Recyc Québec qui encourage aussi les consommateurs à se fier à leur sens, la vue, l'odorat et le toucher pour déterminer si un aliment est encore bon, même après la date meilleure avant.
Et parlons de Temps des sucres et de Post Canada. Quel est le lien? Post Canada qui lance 2 timbres originaux à l'effigie des cabanes à sucre. Ça a été dévoilé à Montréal lors du Cabane Panache. Inspiré des traditions printanières québécoises, les vignettes en forme de conserve de sirop d'érable rendent hommage à un patrimoine vivant transmis depuis des Premières Nations jusqu'aux érablières modernes. Illustré par Gérard Dubois, conçu par la firme Paprika, les timbres évoquent dans un style rétro les plaisirs gourmands et rassembleurs du Temple des sucres, une tradition dont le Québec demeure aujourd'hui chef de file mondial. Et parlons enseignement, un sondage mené par l'Institut des troubles d'apprentissage auprès de plus de 2200 professionnels de l'éducation au Québec, alors que près d'un élève sur 4 présente des défis d'apprentissage dévoilés à la veille du 51e congrès en éducation inclusive de l'organisme. Le sondage indique que 75% des enseignants S3 et enseignantes sur 4, 3 sur 4, affirment ne pas disposer du temps nécessaire pour mettre en place des pratiques inclusives. Parmi les principaux obstacles cités figure aussi le nombre élevé d'élèves qui ont des besoins particuliers, on parle de 63%, le manque de temps pour intervenir individuellement ou en petits groupes à 46%, 27% dans un climat de classe difficile et l'accès limité aux spécialistes comme les orthopédagogues et orthophonistes dans 24% des cas. Selon l'Institut, ces résultats proviennent majoritairement d'enseignants expérimentés. 70% des répondantes ou répondants cumulent plus de 10 ans dans le milieu de l'éducation. Il vous reste à peine quelques jours pour participer, les jeunes. Vous êtes invités à nommer des futurs chiens policiers de la Gendarmerie royale du Canada, la JRC, qui lance un appel à l'imagination des jeunes pour trouver le nom de 13 chiots bergers allemands qui vont devenir de futurs chiens policiers. Le Police Dog Service Training Center, situé à Insafate, en Alberta, invite les enfants de 4 à 14 ans, c'est pour vous, à proposer un nom pour les chiots qui vont naître prochainement au centre de formation. Les noms doivent commencer par la lettre B. Comptez au maximum 9 lettres et 1 ou 2 syllabes, tout en rappelant qu'il s'agit de chiens policiers en service. 13 gagnants vont être choisis. J'espère que ce sera vous et vous recevrez une photo plastifiée du chiot, une peluche qui s'appelle Justice et une bouteille d'eau de la GRC. Les propositions qui doivent être soumises avant jeudi le 26 mars sur le site web de la GRC, rcmp.ca/police-dog, rcmp.ca/police-dog. Incursion maintenant dans le monde sportif estival, histoire d'obliger Bonhomme Hiver à retraiter pour l'été, sacrer son camp, comme on dit chez nous. On parle du raid de Témiscamingue. D'abord, du 23 au 26 juillet 2026, la région accueillera le tout premier championnat du monde junior de course d'aventure réunissant 80 athlètes âgés de 16 à 25 ans venus des 4 coins du globe, au cœur du territoire sauvage, notamment dans le parc Opémican. Ces jeunes devront enchaîner de la course, du vélo, de la nage, du canot, de l'escalade, de l'orientation, sans GPS pour allier des balises dispersées sur plusieurs dizaines de kilomètres. Au-delà de la performance, l'événement qui mettra à l'épreuve des valeurs essentielles comme la collaboration, le respect, l'entraide dans un contexte où l'esprit d'équipe devient la clé pour franchir la ligne d'arrivée. En parallèle, les amateurs de défis ne seront pas en reste. Le RAID 55 ans proposera le 24 juillet une épreuve accessible en duo de 15 km entre Duhamel-Ouest et Ville-Marie. Ouvert aux équipes comptant au moins une personne de 55 ans ou plus, ce parcours combinant vélo, course en sentier, canot et orientation se veut convivial et adapté à tous les niveaux. Les inscriptions au RAID 55+ sont en cours jusqu'au 18 avril, tandis que le dévoilement des équipes juniors est attendu d'ici la fin du mois de mars. Et parlons cyclisme, alors que la cycliste rouennorandienne
et de l'Abitibi-Témiscamingue, Olivia Barry, qui a pris le 96 rang samedi dernier à la prestigieuse Milan-San Remo, disputée en Italie, au terme d'une épreuve exigeante marquée par un rythme élevé et bien des rebondissements. L'athlète de l'équipe Movistar a franchi la ligne d'arrivée avec un retard de 7 minutes 34 secondes sur la gagnante, la Belge Lotte Kopecky, qui s'est imposée au sprint devant la Suisse Noémie Roueg et l'Italienne Eleonora Camilla Gasperini. Dans un peloton particulièrement relevé, la formation de Barry a misé sur une stratégie collective prudente. Sa coéquipière britannique Kat Ferguson a d'ailleurs signé le meilleur résultat de l'équipe avec une 12e place tout près du groupe de tête. Cette participation à l'un des monuments du cyclisme mondial représente une expérience néanmoins importante pour la coureuse de Rwanda qui continue d'accumuler les kilomètres et de se mesurer à l'élite internationale. On voit Olivia Barry et Eleonora Camilla Gasparini durant le contre-la-montre du Tour de France sur ces images. Et restons en tourisme, en cyclisme, dis-je bien, en terminant. Coup de pouce décisif pour la relève sportive et académique, la Fondation Aléo et la Banque nationale du Canada qui ont remis 100 000 $ en bourse partagé à 21 étudiantes et étudiants athlètes québécois, confirmant un partenariat de 34 ans qui continue de porter ses fruits. Réunis au siège social de l'institution financière, les récipiendaires ont non seulement reçu un appui financier, mais aussi un accès à vie à des services d'accompagnement, du mentorat, de l'orientation et de la transition de carrière, essentiels pour conjuguer sport et études. Parmi les histoires gagnantes, je note celle de Jérôme Gauthier, un cycliste sur route de 21 ans qui vient d'Amos et qui est étudiant au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Il décroche une bourse de 4 000 $, bravo, l'exemple concret de l'impact régional du programme. La remise a aussi été marquée par un geste personnel de Patrick Charlebois qui a financé une bourse supplémentaire pour le jeune judoka Andrew Maheu Dier, qui via le programme donné au suivant, au fil des décennies, le partenariat qui a soutenu 435 athlètes, dont des figures de proue comme Michael Kingsbury, Félix Auger-Aliassime et Hugo Hull. Au-delà des podiums, l'objectif qui demeure clair, investir dans une génération qui contribuera durablement à la société québécoise sur les terrains comme en dehors. Là-dessus, gardons espoir que bientôt, comme le chantait Tex Lecor, on puisse nous aussi faire vroom, vroom, vroom sur nos petits bicycles alors que la neige cesse de tomber et que fondent avant le mois de juillet nos immenses congères. Passez donc une autre belle semaine, mesdames, messieurs. Merci de suivre nos informations et restez attentifs et attentives en vous abonnant à la page Facebook du site web de TVTémis. À mercredi prochain, n'hésitez pas à nous partager vos actualités. À bientôt, Témiscamiennes et Témiscamiens, et aussi à tous nos téléspectateurs en Abitibi et partout ailleurs. Au revoir.